Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 136 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui, début de la syllabe, notre top 100 des joueurs NBA de 2023. Bon, alors, comme annoncé il y a quelques temps, nous avons un projet en parallèle de notre saga de crossover qui est donc une série, non pas une saga mais une série assez conséquente pour le coup également, qui donc s'appelle La Syllabe. Et pourquoi parle-t-on de La Syllabe ? Petit jeu de mots évidemment, puisque le C en chiffre romain c'est le chiffre 100 et lab pour le Basket Lab, donc vous aurez deviné le top 100 du Basket Lab. Bref, voilà pour le jeu de mots un peu ridicule. Et donc très simplement c'est une série durant laquelle on va classer en direct. On n'a pas de classement déjà fait. C'est un classement où on va classer en direct et de manière participative les 100 meilleurs joueurs de NBA en prenant en compte non pas le niveau intrinsèque, mais le niveau de performance de 2023. Donc, voilà un peu grosso modo pour le topo. Vous allez voir avec quelques épisodes, la mécanique est assez simple à prendre finalement. Pour ceux qui ont écouté la centaine, top 100 des joueurs des années 2010 l'été dernier, ça ressemble à ça. Et donc, aujourd'hui, premier numéro de La Syllabe, avec quelqu'un qui est déjà venu sur le Basket Lab et qu'on a plaisir de recevoir à nouveau, puisque c'est Amine. Amine de Dunk Hebdo, qui donc se joint à nous pour ce numéro. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, premier numéro de La Syllabe. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour notre premier numéro de La Syllabe, encore en format, encore une quasi-saga de l'été. On va voir ça, donc notre top 100 des joueurs de 2023. On va tout expliquer. Et pour ce premier numéro, on reçoit Amine de Dunk Hebdo. Comment ça va, Amine ? Très très bien, très content de revenir dans le Basket Lab et puis pour ce nouveau concept, encore une fois un concept hyper ambitieux. Je vois que tu te lances à chaque fois dans des concepts oui, qui vont durer un bon nombre d'épisodes mais c'est super intéressant et puis ça se rapproche de ce qu'on fait un peu chez Dunk Hebdo, donc ça c'est cool. C'est vrai, c'est le DH20 mais x100. C'est ça. C'est un peu le principe. Sur 10, le jeu de mots, la syllabe, du coup, ça passe ou pas ? Ouais, moi, je suis très friand de jeux de mots. Les auditeurs de Dunk Hebdo le savent, donc moi, c'est 10 sur 10, la syllabe. Bon, ça va alors, la syllabe, le top 100 du Basket Lab, évidemment. Bon, le but, oui, c'est de faire un peu un top 100 participatif, évidemment. Donc tu es le premier à nous rejoindre. D'ailleurs, tu étais aussi le premier on en parlait en antenne, là, le premier pour notre série des stats de la saison, aussi. Donc, tu fais toutes nos ouvertures de série, apparemment. mais oui, donc le top 100, on va recevoir plein de monde pour essayer ensemble de construire le top 100 des joueurs NBA de 2023. On rappelle aussi que c'est pas en valeur intrinsèque, c'est aussi, on prend en compte le côté performance de facto de cette année, hein, un peu comme d'ailleurs chez vous sur le DH20, hein, si je dis pas de bêtises. Donc mélange de profil mais aussi de performance, mais voilà. Dunk Hebdo aussi, les 2 minutes promo bien entendu. Vous avez une saga, oui, une saga d'intersaison, on peut dire, avec le fameux Dunk and Friends, mais vous avez aussi un format qui vient de sortir là au moment où on enregistre sur des drafts all-time, hein, c'est ça ? Ouais, au moment où on enregistre, il y a la conférence Est qui est sortie et j'espère que les gens se seront remis notre choix pour les Atlanta Hawks, qui est un choix vraiment étrange qu'on a fait. Le concept c'était de choisir un joueur historique de la franchise à ajouter dans l'équipe actuelle, donc essayer de faire quelque chose qui aurait du sens et voir si ça changeait la figure de la conférence justement. Et puis il y a la conférence Ouest qui arrive bientôt, qui sera peut-être déjà sortie d'ailleurs au moment où vous écouterez ça. Et puis Dunk and Friends, le fameux format où vous recevez des amis ou Azad, sinon ça.
Ah, t'es méchant. Bien T'es entendu. méchant avec Azad. Non, en plus j'ai déjà fait ça là, donc on peut pas. Mais non, alors il y a l'épisode d'Azad sur Jalen Brown et Jason Tatum qui est sorti. Il y a Penny Bergkamp, Baptiste aussi, que vous connaissez sur le Basket Lab, qui a fait un épisode sur l'évolution du jeu. Et C'est puis ça. il y en a peut-être d'autres qui vont arriver. Donc restez branchés, comme on dit. Mais bref, donc voilà pour Dunk Hebdo, vous connaissez bien sûr. Et oui, enfin d'ailleurs, surtout tant qu'on est dans l'actu de Dunk Hebdo, le DH20, les votes sont encore ouverts, hein, si je dis pas de bêtises, et les épisodes devraient arriver fin de l'été. Alors, les votes sont bel et bien ouverts. Donc pour voter, il suffit d'aller sur le Twitter de Dunk Hebdo et répondre au formulaire. Pour la sortie, je pense que c'est plus courant septembre. Il faut être un petit peu patient. C'est un long boulot de travailler sur le DH20. Ouais. La dernière fois, Tom nous avait dit que vous essayiez de le faire plus tôt, mais il y a quelque chose d'essayer et c'est autre chose d'y arriver. C'est ça, Parce que exactement. c'est un format à débat assez difficile, hein, forcément. Mais oui, et comme vous, c'est difficile de le faire avec 20, donc nous, on le fait avec 100 cette année. Donc avec ce top 100. Donc oui, on rappelle aussi le format. Les critères, on a déjà un peu dit, hein, sur l'impact sportif et sur le classement des saisons, entre guillemets, des joueurs NBA. Mais sur le format, ce qu'on va faire, c'est que j'ai fait une playlist. Donc j'ai fait une playlist de à peu près 100, à peu près un peu plus de 100 noms. On en prend 5 au hasard dans cette liste à chaque fois. On en discute de ces 5 joueurs et ensuite on les classe. Et comme ça, on construit un classement petit à petit. Donc là, aujourd'hui, on a pris 5 noms au hasard. À la fin de l'épisode, on aura un top 5. Épisode numéro 2, on en prendra 5 de plus au hasard. On les rajoutera au classement, on aura un top 10. Ensuite, troisième épisode, top 15, etc., etc. Voilà un peu pour le format, comment est-ce qu'on va opérer. Donc, évidemment, on n'a pas de top 100 déjà fait à l'heure où on enregistre. On se lance et on va le faire tous ensemble. En fait, c'est un peu le principe, on le fait en direct. Donc voilà. Et du coup, on peut enchaîner de suite. Alors, peut-être je sais qu'il y a peut-être des noms dont tu voudras parler. On pourra en parler à la fin de l'épisode sur les best of the rest que je n'ai pas inclus mais qui pourraient être inclus. Tu pourras défendre des candidatures, mais pour les 5 joueurs du jour que je n'ai pas encore annoncés, nous avons du Gordon Hayward, nous avons du Kyle Anderson, du Bradley Beal, du Jeremy Grant et du Paul George. Première question, comment as-tu classé les 5 entre eux? Alors déjà, c'était un peu compliqué. Disons que t'as vraiment des profils qui sont très différents, donc c'est toujours un peu dur. Et justement, disons que le profil a beaucoup joué, justement. Donc en fonction de ce que tu apportes à une équipe, déjà, tu peux pas être classé de la même manière. Donc, dans les 5 joueurs que tu m'as donné, j'ai favorisé les joueurs qui sont pas forcément des premières options, même si, oui, si, c'est le cas pour Bradley Beal, mais en tout cas, Bradley Beal, Paul George partaient avec un avantage. Après, j'étais regardé un petit peu plus de plus près leur saison, même si j'avais déjà vu pas mal de choses. Et puis après, ensuite, c'était un peu plus compliqué. Disons que Jeremy Grant a un rôle important à Portland, un rôle plus important que celui en tout cas en termes de volume de tir pris que Kyle Anderson ou Gordon Hayward à Charlotte. Mais ça a été un petit peu plus disons que le côté valuable a pris une importance un peu plus forte avec les 3 autres joueurs. Ouais. Et du coup, actuellement, avant les discussions, avant les débats, j'ai compris que tu as plutôt Paul George, Bradley Beal en 1 et 2, c'est ça? Et ensuite Grant en 3? Alors, j'ai Paul George en 1, j'ai Bradley Beal en 2, j'ai Kyle Anderson en 3, même si ça a été très dur, et j'ai Jeremy Grant en 4 et j'ai Gordon Hayward en 5. Ok. Eh bien, je vois que j'ai pas le même classement que toi, mais j'ai eu les mêmes difficultés. Paul George en 1, effectivement, pour l'instant, et Bradley Beal en 2. Et j'avais un peu l'ordre inverse. J'avais Jeremy Grant en 3, Gordon Hayward en 4 et Kyle Anderson en 5. Mais effectivement, c'était un peu... Tu m'aurais demandé ce soir ou demain matin, j'aurais peut-être un classement différent. Mais c'est tout le but de l'exercice, c'est qu'effectivement, on va pouvoir discuter justement de la valeur et de l'impact selon le contexte, selon le rôle, etc. Ok, eh bien, une fois qu'on a dit ça, passons aux discussions et voir si... après avoir débattu, on a toujours les mêmes avis. Du coup, attaquons. Par qui on peut commencer? Par Bradley Beal, ça te va? Oui, si tu veux bien. Donc Bradley Beal, je fais un peu le topo vite fait. 33 minutes par match, évidemment. 50 matchs pour Bradley Beal à Washington. Et puis, en termes de carte postale très globale, 102 de true shooting plus, donc plus 2% d'efficacité au scoring individuel par rapport à la moyenne sur 29% d'usage pour le volume. Donc un bon volume de star. Et je précise, c'est des volumes de basketball référence.
Donc voilà, donc Bradley Beal, vous connaissez, et la difficulté peut-être pour te lancer, la difficulté c'est un peu de le juger dans le contexte de Washington en fait. Oui, c'est exactement ça, et c'est vraiment le plus dur parce que Bradley Beal, donc on a dit qu'on classait pas par rapport aux chutes, mais il y a quand même une chute un peu statistique, mais qui est probablement due à une forme de baisse d'usage, même s'il a toujours un usage très important lié à l'arrivée de Porzingis et à la prise de force, on va dire, de Kyle Kuzma. Néanmoins, Bradley Beal est un joueur extrêmement valuable. C'est juste qu'on est un petit peu déçu. Moi, c'est les questions que je me pose aujourd'hui sur Bradley Beal, c'est il y a toujours beaucoup de drive, donc ça c'est bien, mais par contre il y a de moins en moins de pull-up à 3 points et de moins en moins de 3 points et une efficacité en baisse là-dessus. Et ouais. Du coup, est-ce que son profil est encore aussi valuable? En tout cas, dans une équipe comme Washington, qui ne jouait pas grand-chose finalement, qui était dans les méandres de la conférence Est, son profil n'était pas hyper valuable, et on a l'impression que lui-même le savait, avait un peu moins envie. C'est-à-dire que c'est un Bradley Beal dont on a vu Bradley Beal beaucoup plus fort il y a 2 saisons, parce que la saison dernière, ça avait déjà commencé un petit peu ce Bradley Beal aussi moins impliqué en défense notamment. C'est ce qui a fait que j'ai pas réfléchi longtemps quand il a fallu choisir avec Paul George pour la première place. D'accord. Non pas que Bill soit pas forcément un meilleur joueur, mais aujourd'hui en tout cas, Paul George, je le trouve plus valuable. En tout cas sur sa saison, même si lui aussi a beaucoup de choses à dire sur sa saison Clippers. En tout cas, je l'ai trouvé plus valuable qu'un Bradley Beal déjà, il a joué moins de matchs, moins d'usage, une efficacité plutôt bonne. Alors moi, ce que j'aime, c'est qu'il drive toujours autant. Ouais. Et ça sera toujours intéressant. Il est quand même moins playmaker qu'il a pu l'être à un moment donné. Donc je sais pas, j'ai plus l'impression en fait que Bradley Beal, le problème c'est plus le contexte dans lequel il se trouve actuellement que le joueur en soi. Et j'ai hâte de le voir justement dans un nouveau contexte et pour voir si on retrouve du Bradley Beal prime qui était assez extraordinaire tout de même. Ouais, c'est ça, je pense qu'il y a une difficulté de contexte d'abord pour le juger, et je me demande s'il n'y a pas une difficulté ou peut-être un biais par rapport à son salaire aussi, qui vient un peu rajouter sur ce côté, il n'arrive pas à élever le plafond d'une équipe nulle, et en plus il est payé comme une superstar, alors que peut-être que justement il l'est pas totalement dans ce chapeau des mégastars. Je ne sais pas si tu l'as dans ton DH20, on écoutera ça en septembre du coup, mais pour moi c'est un peu le problème et avantage aussi. Pour moi, le profil de Bradley Beal, c'est que c'est justement pas un go-to guy de premier ordre, un initiateur offensif ou un moteur d'équipe au sens collectif qui va pouvoir élever très haut le plafond ou le plancher de ton équipe même. Donc il y a ça où je le mets pas dans la même catégorie que certaines autres superstars, mais par contre, l'avantage de son profil, c'est que il n'est pas ça, mais c'est aussi quelqu'un qui, par rapport à plein d'autres stars et superstars, est très polyvalent. Et d'ailleurs, j'ai pas fait exprès, mais il y a énormément de similarités avec Paul George. On en parlera tout à l'heure, mais je trouve que Paul George a aussi un peu ce côté. Mais pour le coup, si on doit revenir un peu sur son profil et sa saison, effectivement, donc peut-être biais par rapport au contexte ou voire au salaire, mais je trouve aussi qu'on n'a plus totalement le Bradley Beal un peu plus, héliocentrique peut-être, oui, qu'on a eu il y a 2 ans en fait. Je pense que c'est à ça aussi que tu pensais. C'était la fameuse saison 2021 où il avait été vraiment très impressionnant. Oui, tout à fait. Effectivement, on a un Bradley Beal beaucoup moins héliocentrique. Et moi, justement, j'avais envie de te poser la question parce que il y a ce concept que j'aime beaucoup, justement dont tu as beaucoup parlé. Tu en as parlé récemment dans un autre podcast. C'est le concept du casseur et du terrasseur. Et peut-être que ça se situe un peu là aussi la difficulté avec Bradley Beal où on est face à un terrasseur. Ouais. Et pas un casseur. Et aujourd'hui, c'est l'importance que prend un casseur de défense, justement, un joueur qui ne crée pas que pour lui-même, en tout cas en grande majorité, là où Bradley Beal est beaucoup plus intéressant, je pense, justement dans un concept où il a de la dangerosité autour de lui, justement, et c'est pour ça que ça sera intéressant de le voir à Phoenix pour voir si il repart de plus belle. Ouais.
Alors, on rappelle, hein, évidemment, si vous connaissez pas ces concepts, puisque si vous êtes nouveau, le concept, c'est que casseur de défense, c'est quelqu'un qui va arriver à créer beaucoup de décalage et casser la défense de manière quantitative et qualitative, et donc être un vrai moteur collectif, alors que plutôt le terrasseur, le defense beater, pour le dire en anglais, c'est plutôt celui qui va être capable de mettre des points, parfois même en très grosse efficacité, mais plutôt pour lui-même, hein. C'est un peu, grosso modo, c'est un peu ça comme ça qu'on pourrait le définir pour caricaturer, mais c'est vrai qu'il y a ce côté avec Bradley Beal où, bah oui, c'est pas, ce que je dis, c'est pas forcément un moteur collectif de haut niveau, je pense pas. C'est un peu d'ailleurs ce qu'on a vu depuis le départ de John Wall, depuis quelques saisons. Même, tu vois, à l'époque, la fameuse année 2021, bah mine de rien, il a Russell Westbrook à côté, qui est là pour faire toute la création de jeu, pour le playmaking, pardon, les driving kicks, les pick and roll, etc. Et bon, effectivement, c'est pas quelqu'un qui va être du coup chapeau 1, peut-être on peut le dire comme ça en termes d'initiateur offensif, mais un profil intéressant. Après, c'est vrai qu'on est plus sur les mêmes standards qu'il y a 2 ans où bah oui, il était plus efficace à hauteur de plus 4% par rapport à la moyenne sur un usage encore plus gros de 34%. Là, on est seulement à plus 2 sur 29% d'usage, donc un peu moins efficace, un peu moins de volume. Peut-être une question de contexte, effectivement. C'est tout de même une meilleure saison que l'an dernier, où il avait eu un peu une panne, il était totalement inefficace, vraiment pas bon l'an dernier. Mais oui, on n'a pas non plus... bon, c'est quelqu'un qui est polyvalent avec le ballon, sans ballon, ça c'est intéressant. Quelqu'un qui, même avec le ballon, peut scorer pour lui-même, un peu aussi pour les autres, hein, mine de rien, parce que il est à plus de 5 passes décisives, je crois, par match. Bon, chiffre un peu relativisé, bien sûr, mais je trouve qu'il a un peu de polyvalence aussi. Il peut un peu créer, mais oui, on n'est pas au niveau de certains autres playmakers de premier ordre, je pense. Mais voilà, ça fait quand même pas mal de choses intéressantes, si ce n'est que autre point un peu de déclin, je ne sais pas, mais moins bon, beaucoup moins bon que le Bradley Beal dans son prime qu'on a connu il y a peut-être 1 ou 2 saisons, c'est que on était sur quelqu'un qui était devenu, il était pas trop avant, mais il était devenu une machine à lancer franc. C'est ce qui l'avait beaucoup aidé dans ce côté gros volume et efficace. 7,7 lancers francs par match en 2021. Et là, c'est descendu ces 2 dernières saisons, et notamment cette année à peine 4,5, je crois, par match. Voilà, ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même une assez grande chute qui, pour moi, le fait descendre un peu d'un échelon légèrement de grosse machine à très gros volume à aujourd'hui quelqu'un un peu plus dans la norme des stars, on va dire. Ouais, c'est la stat d'aller chercher les lancers, c'est un peu la stat des superstars finalement. C'est effectivement, s'il y a cette baisse, ça indique quelque chose. Moi, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui gêne un peu avec Bradley Beal, c'est sa moins grande implication en défense. Je pense que c'est peut-être ce qui m'a le plus fait le descendre, en tout cas dans mon esprit par rapport aux autres joueurs ces dernières années, parce qu'avant, malgré sa petite taille avec ses grands segments, c'était un défenseur très très honnête. Bradley Beal est très impliqué en tout cas, et aujourd'hui, disons que ça avait commencé à baisser justement avec son énorme usage lors de ces très très grosses saisons, mais on dirait que ça a continué malgré des stats un peu en baisse, une efficacité un peu en baisse par rapport à la grande période. Donc si on commence à baisser à ces niveaux-là, c'est pour ça peut-être que il est descendu un peu dans mon esprit, et que tu vois, par rapport à un Paul George justement, qui a des problèmes mine de rien, mais j'ai moins ce problème avec lui de baisse dans certains secteurs de jeu où pourtant il a montré qu'il pouvait être élite à un certain moment donné. C'est un peu ça le problème, et c'est ça qui m'a fait un peu mettre Paul George devant. C'est la défense qui a fait un peu la différence. On en parlera tout à l'heure, parce que c'est vrai que les profils offensifs sont pas si différents que ça au final. Mais c'est vrai que Bradley Beal, en plus, on a ce truc où même, bon, tu vois, on a fait la centaine sur la décennie précédente, on avait parlé, il y avait du bon et du moins bon en défense à peu près tout le temps. C'était très irrégulier, avec des très bonnes séquences, avec aussi des saisons ou des séquences où c'était un peu moins impliqué, un peu moins bon. Là, c'est vrai que pour le coup, on était pas sur de l'irrégularité cette année. Je trouve on était un peu tout le temps dans du moyen mauvais, on va dire, en termes d'implication. Mais bon, du coup la défense pour moi le fait un peu descendre. Mais oui, au final, on a un joueur très intéressant. Est-ce qu'on a à peu près tout dit sur Bradley Beal? J'ai l'impression, ouais. Mais hâte d'un nouvel endroit justement pour Bradley Beal. Je pense qu'on peut voir des choses différentes.
avec la motivation, avec il est pas si vieux que ça, il a 30 ans. Ça reste un joueur dans la force de l'âge. J'ai envie de voir ce que les prochaines années vont donner. Oui, et puis surtout aussi par rapport au profil de jeu, comme on en discutait, sans doute que avec moins de responsabilité de créer du jeu, on aura peut-être plus la polyvalence qui va ressortir, et donc peut-être une image un peu meilleure de Bradley Beal qui va ressortir à Phoenix, c'est aussi possible. Oui, et puis on a vu à quel point la présence même de Kevin Durant a permis à Devin Booker d'avoir plus d'espace. Donc justement, pour Bradley Beal, avoir maintenant Devin Booker et Kevin Durant dans la même équipe, c'est-à-dire qu'il sera probablement le 3e joueur défendu par l'équipe adverse, et ouais. ça permet d'être meilleur, hein, finalement, tout simplement. Ouais. Mais c'est vrai que la leçon de ces 3 dernières années, on va dire, c'est que il peut avoir un gros volume, il peut être relativement efficace sur des gros volumes, mais c'est pas un moteur offensif à lui-même, à lui seul, un moteur collectif, on va dire. Il a aussi besoin que ce soit un système collectif, soit un joueur qui aide à créer le jeu, mais lui n'est pas trop dans ce profil-là héliocentrique de création collective, on va dire. C'est pas Luka Doncic, c'est pas James Harden, c'est pas Westbrook, c'est pas Trae Young, c'est pas ce profil-là de héliocentrique et qui peut tout faire. Lui, c'est plutôt héliocentrique, un peu dans le sens gros volume, mais pas forcément la même patte collective sur le jeu. Mais bref. Du coup, avant de passer, bon, d'habitude, dans la série, c'est à peu près à ce moment-là qu'on l'insérerait dans le classement, mais là, le classement, il y a rien. Donc, on peut directement passer au petit quiz, parce que c'est vrai que les auditeurs ont bien aimé ce principe-là sur la centaine, ils l'ont réclamé, donc petit quiz, petit trivia, un peu plus light, mais j'avais un peu l'idée de faire des quiz pour se remémorer les belles actions de la saison 2023, donc on va essayer, et donc c'est un kick est sur le terrain. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain? Nous sommes sur un Washington à Portland, le 15 février 2023, et un poster dunk de Bradley Beal sur E-Banks. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain? Alors, des joueurs sur le terrain. À Washington, on va dire Kuzma. Oui. Porzingis. Oui. Il a beaucoup joué cette saison. Monte-Morris. C'est du classique, hein. Ouais, Monte-Morris, c'est du classique. Excuse-moi, j'ai un trou. Qui c'est qui a pu jouer? Avdija? Non, on avait une configuration à 2 meneurs. Et donc Bradley Beal était, entre guillemets, le poste 3. D'accord. Johnny Davis ou non. Tu sais que les Wizards aiment bien accumuler les meneurs backup ah oui, en tout genre. Bien sûr. Son nom m'échappe. Il avait un frère qui avait joué à Miami. Non, mais je l'ai en plus, le joueur. Delonte Wright. Exactement. Son nom, il m'échappait. Du coup, tu me fais douter, c'est Dillon ou Delonte Wright? Justement, je sais pas. C'est Dillon Wright. Oui, non, c'est Dillon Wright. Voilà, c'est ça. J'ai eu un bug. Ouais, j'ai eu un bug. Exactement. Donc Bradley Beal, Porzingis, Morris, Dillon Wright et Kyle Kuzma. Et pour Portland, ça peut être compliqué, mais en fait, non, c'est facile. Ok. Lillard joué. Anthony Simmons. Pas sur le terrain, non. Ah. Jeremy Grant. Pas sur le terrain. Ok. Bon. Je t'accorde E-Banks aussi, qui se fait postériser. Ok, E-Banks. Nasir Little. Non, mais un autre profil défensif. Un autre profil défensif. Qui est arrivé depuis une équipe que tu aimes bien. Ah oui, Matisse Thybulle. Matisse Thybulle, évidemment. Ouais, Matisse Thybulle. Mais là, du coup, c'est plus compliqué, déjà. Hein. Ce sont 2 joueurs qui ont été draftés très tôt. 2 joueurs draftés très tôt. Il y en a un, il y a pas longtemps. Sharp. Un rookie. Exactement. Shedon Sharp est sur le terrain. Et il y en a un autre, c'est un peu un projet qui arrive jamais à se concrétiser. Atlanta, New York, Portland. Ah oui, Cam Reddish, c'est bon. Le joueur théorique. Exactement, Cam Reddish. Voilà, c'est exactement. D'ailleurs, il faudrait ressortir des highlights de Cam Reddish. Certains sont très impressionnants, comme tu dis, joueurs théoriques. Mais bref, voilà sur le petit quiz. On vous invite évidemment, si vous écoutez ça, c'est toujours un petit prétexte pour que vous jouiez avec nous, ou alors que vous alliez revoir ce très beau dunk, ces petites actions à chaque fois. C'est le principe de ces petits quiz, mais donc on avance.
Du coup, le deuxième joueur dont j'aimerais parler, tu l'avais assez haut, c'est Kyle Anderson. Tu l'avais 3e de ton classement, et donc tu l'avais devant des Jeremy Grant ou Hayward, du coup. Je le présente rapidement, hein, 28 minutes par match cette saison, 69 matchs, donc pas mal de présence, 100 de true shooting plus, donc pile au niveau de la moyenne NBA qui est à 100, sur 14% d'usage, mais en même temps, c'est vrai que c'est pas non plus ça son intérêt principal, c'est pas tant le scoring, c'est tout le reste en fait. Ouais, c'est ça. Moi, pourquoi je l'ai aussi haut, et je pense que tu seras forcément pas d'accord vu que tu l'as mis en 5, mais c'est justement une histoire de profil. Et aujourd'hui, je pense que son profil est plus valuable que ceux de certains qui peuvent être des budget makers ou des joueurs qui sont, par exemple, de simples connecteurs. Là, on est sur un joueur qui est à la fois un playmaker défensif de très haut niveau et un connecteur offensif de très haut niveau. J'ai l'impression que c'est le role player parfait de la NBA moderne de 2023. Donc, j'ai cette idée aujourd'hui que un mauvais numéro 2, numéro 3 est moins valuable qu'un role player de très haute qualité. Et je pense que Kyle Anderson aujourd'hui est vraiment ce role player de très 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 haute qualité. Alors il y a toujours des questions, et c'est là que je comprends pourquoi je pense que tu l'as plus bas, c'est que son apport au niveau du scoring est vraiment très limité, notamment son volume. C'est pas ce qu'on attend de Kyle Anderson. Kyle Anderson, il est là pour fluidifier et l'attaque et la défense, et il le fait merveilleusement bien. Ouais. Oui, non, mais c'est exactement ça. C'est une question de à quel point est-ce qu'on pondère les profils l'un par rapport à l'autre. Évidemment, je suis d'accord sur le fait qu'un profil comme ça peut être très valuable. C'est vrai que je me posais la question par rapport à des scoreurs, peut-être avec plus de responsabilités offensives, comme Jeremy Grant ou Hayward, qui en plus, Hayward a du passing, mais on va y arriver. Mais c'est vrai que lui, c'est à part le scoring, finalement, il y a un impact qui est un peu partout. Alors, peut-être d'ailleurs, l'autre aspect où il est le moins impressionnant, ce serait la défense sur l'homme, où il a pas non plus une mobilité incroyable, ou voilà, mais je pense que globalement, on est quand même sur un défenseur très positif, de par tout le reste, en fait. C'est-à-dire, bon, déjà, il est assez grand avec des immenses bras, donc même face au ballon, il peut faire certaines choses, mais même s'il est, s'il est vulnérable à certains meneurs ou arrières explosifs, effectivement, mais à part ça, j'avais quelques stats, 1,2% de steal percentage et 1,6% de block percentage, donc c'est dans le 92e et 98e centile au niveau de son poste, et même au-delà de son poste, si on fait un filtrage NBA, minimum donc 1000 minutes pour prendre, éliminer un peu les temps de jeu anecdotiques, minimum 1000 minutes et minimum donc 1,2 steal et 1,6% de bloc, c'est le seul joueur NBA à faire ça. Voilà, c'est un indicateur toujours assez intéressant, le steal percentage et le block percentage. Bon, je pense que toi et moi, on le sait que ça va au-delà des stats. La stat est intéressante, c'est un peu un fun fact, mais on est sur quelqu'un qui, comme tu dis, donne du lien au-delà de ce playmaking défensif, qui donne du lien à une défense de par son intelligence notamment. C'est ça, en fait. Je pense que la qualité principale de Kyle Anderson, c'est le QI basket, tout simplement. Et c'est un joueur qui, comme tu l'as dit, qui a des atouts physiques positifs, comme justement ses longs bras et tout, mais qui a aussi des problèmes physiques, justement. C'est un joueur très lent, c'est pas pour rien qu'on l'appelle slow-mo. Mais néanmoins, son intelligence fait que il arrive à gommer un peu tous ses défauts. C'est pareil, il a un faible volume de shoot, mais sur son faible volume, par exemple, à 3 points, il est quand même à 40%, même si sur très peu de tentatives. C'est aussi parce que on a l'impression qu'il prend toujours un peu les bonnes décisions. Et c'est en ça que je trouve que j'ai le sentiment, je suis pas certain, j'ai beaucoup hésité avec Jeremy Grant pour tout avouer, un peu moins avec Hayward. Et je me suis dit, aujourd'hui, je préfère avoir cette version. Je m'expliquerai un petit peu plus justement sur Jeremy Grant, mais en tout cas, je préfère cette version de Kyle Anderson aujourd'hui que cette version de Jeremy Grant aujourd'hui, en fait. Oui, non mais ça s'entend effectivement. Bon, sur le côté passing, comme tu dis, le lien défensif, mais aussi offensif, on est sur quelqu'un qui est un peu un meneur de facto, enfin d'ailleurs qui était un meneur de formation. Moi, je suis désolé, à chaque fois qu'on parle de Kyle Anderson, je parle de Shabazz Mohamed, mais c'est quand même assez incroyable de voir que les deux ont été les stars recrutement de UCLA, parce que Shabazz, c'est l'exact opposé, c'est-à-dire que scoring et rien d'autre. Et tu les mets ensemble, ça fait un joueur parfait, mais non, je parle de ça pourquoi? Parce qu'en fait, à UCLA, il était énorme recrue, une grosse recrue de high school, mais il était meneur de très grande taille.
Et c'est vrai que le problème, entre guillemets, c'est qu'il a jamais pu vraiment jouer meneur en NBA parce qu'il n'y a pas vraiment le scoring, en fait. Le passing est là, le côté créateur, balle en main, est là, bien sûr, avec des pick and roll, avec aussi des drives, hein, même si c'est pas des drives avec de l'explosivité de certains. Mais on a cette création avec le ballon, on a la création, enfin le passing, comme tu dis, sans ballon, le connecting, le fait d'être l'intermédiaire entre le créateur et le finisseur. Donc il y a ce côté-là aussi de fluidification du jeu. Mais c'est vrai que on peut aussi retenir le côté à quel point est-ce qu'il handicape ou pas le spacing. Je sais pas. Je pense que bon, il est à 41% à 3 points, donc certains pourront dire bah non, mais je suis pas sûr qu'il ait la même respectabilité, et en plus ça se fait sur un petit volume finalement. Ouais, et puis il y a le manque de dangerosité avec le ballon en termes de création. Enfin, je pense qu'on sera d'accord, mais il y a ce côté où c'est pas un score dynamique, ce qui fait que son passing est sans doute moins optimisé, alors que s'il était beaucoup plus dangereux avec le ballon, il y aurait beaucoup plus d'ouverture qui se créerait un peu partout, quoi. Oui, clairement, il y a cette idée que justement Kyle Anderson, et c'est là où justement mon choix est un peu discutable, c'est que c'est difficile d'en faire autre chose que ton 4e ou 5e meilleur joueur, plus probablement de ton 5 majeur, ce qui ne sera pas forcément le cas avec les joueurs qui sont derrière pour moi. Je l'ai mis aussi haut parce que j'ai des doutes justement sur ce que j'ai vu des deux autres, plus que pour alors j'adore Kyle Anderson, mais évidemment il a ses limites. On a parlé récemment un peu de la transformation du 3&D en 3&C. Là Kyle Anderson est plus sur du C&D finalement, sans le 3. Et je pense que il manque un tout petit quelque chose pour être le role player un peu parfait, justement, cette disons ce volume au scoring, ne serait-ce que ce volume, même avec une efficacité moindre, serait déjà plus intéressante, mais ça me semble pas arriver pour Kyle Anderson. Je pense qu'il est par contre dans un bon environnement, justement. Je trouve que sur le front de court de Minnesota me plaît avec lui et McDaniels et Gobert. J'aime bien justement la distribution des rôles, surtout si McDaniels confirme ses progrès offensifs. Là, il aura pas trop de problèmes et il sera effectivement probablement le 5e meilleur joueur du 5 majeur, mais avec une importance peut-être plus importante que certains 2e ou 3e meilleurs joueurs dans d'autres équipes. Je pense qu'en fait, Kyle Anderson, en plus, il y a l'affiliation aux Spurs, hein, il se fait drafter 2014, juste après le Beautiful Game. Mais c'est un peu Boris Dio, mais sans le choix de faire plus. C'est-à-dire que oui. Boris Dio était un peu ça, mais juste parce que il y a des fois il avait pas envie de faire plus forcément, alors qu'il pouvait. Kyle Anderson, il a pas l'explosivité ou la vivacité, il a pas le jump shot, mais en même temps, d'un autre côté, c'est vrai que tu vois, il est que 4e ou 5e option mais en même temps il peut l'être dans n'importe quelle bonne équipe. Alors que peut-être quelqu'un comme Jeremy Grant qui est 3e option ou 2e option d'une équipe moins bonne, il peut pas être 2e ou 3e option d'une très bonne équipe. C'est ça aussi la différence. C'est ça peut-être on aura le débat, mais là où il a fait du bien aussi, je pense, c'est le côté optimisation de Gobert. Oui. Aussi, on en avait parlé avec Rafa sur un podcast avec Bilan de Minnesota, où le type de passeur qui était D'Angelo Russell collait moins finalement avec le type de passe qu'aimait bien recevoir Gobert, c'est-à-dire plutôt en hauteur, alors que D'Angelo Russell c'est plutôt des passes à terre. Et en plus il y avait du hors terrain. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans sa saison aussi 2023, c'est un peu la prise de pouvoir du coup après ce trade, où le fait que lui, en porteur de balle créateur et passeur, a pu un peu plus aider Rudy Gobert sur des passes justement sur pick and roll un peu plus simples ou ce genre de choses. Donc pour moi je le mets aussi à son avantage. Donc oui, effectivement, profil intéressant, profil très atypique. Comme on dit, s'il avait le scoring, ce serait une star. Même sans le scoring, c'est quand même un joueur extrêmement valuable. Tiens d'ailleurs, petite stat aussi au niveau du ratio assist percentage divisé par usage percentage, donc le nombre de fois où tu fais des passes par rapport à ton volume, 1,35 de ratio, et c'est le 10e de NBA par rapport à des joueurs qui ont un peu de volume. On est sur vraiment un pass first, hein, même si il en a pas forcément la taille ou ça reste un pass first comme des Rubio, comme des Rondo à l'époque. Voilà. Ok, si t'as pas grand chose à dire de plus, si on a à peu près couvert le sujet, le petit trivia, et on fera le débat classement à la fin. Enfin, si, alors pour l'instant, on est d'accord, on le met en dessous de Bradley Beal. Ça, on est d'accord. Oui, bien sûr. Évidemment. Du coup, le petit trivia, c'est toujours une action de 2023. Allez voir, nous sommes le 10 décembre 2022.
C'est un contre, justement, pour notre spécialiste défensif. Un contre magnifique en verticalité sur Kelly Olynyk. Donc, Minnesota à Utah. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain, qui est sur le terrain au moment de ce bloc de Kyle Anderson sur Olynyk? Alors, est-ce que tu peux me redire la date, parce que c'est important pour Utah surtout? Le 10 décembre 2022, exactement. Tu fais bien de demander. D'accord. Du coup, Conley, mais du côté d'Utah. Exactement. Vanderbilt. Exactement, oui. Markkanen. Markkanen n'est pas sur le terrain, c'est Olynyk du coup. Ah oui, c'est vrai. Du coup, c'est Olynyk. Si tu peux me rappeler, c'est Olynyk sur... C'est un contre de Kyle Anderson sur Kelly Olynyk. Kessler, hein. Pas sur le terrain, mais par contre, les deux restants, on est aussi dans le thème Utah-Minnesota. D'accord. Petit indice. Donc il y en a un qui est parti avec Mike Conley à Minnesota. Et il y en a un autre qui était avant, qui a fait le trade d'encore avant, de cet été, tu sais, qui a fait Minnesota-Utah. Ok. J'ai des trous encore. Alors le premier, du coup, un shooter, arrière shooter qui était à Minnesota, qui est venu à Utah. Et Alexander Walker. Alors non, lui du coup c'est le deuxième. Lui c'est celui qui est allé à Minnesota depuis Utah. Mais donc ça effectivement je te le valide. Et l'autre c'était justement, il était à Minnesota, il est allé à Utah, et il a fini aux Lakers. Et il a fini aux Lakers. Qui a commencé à Denver. Oula, il a fait beaucoup de alors, il est passé par les Lakers aussi. Et Lakers, mais il a pas trop joué sur le run des playoffs. Enfin, vraiment un shooter, shooter de poche, ouais. Beasley, on va dire. Oui, Malik Beasley, exactement. D'accord. Exactement, c'est Malik Beasley. Et puis sur le terrain côté Minnesota, est-ce que tu en as aussi? Ah oui, Minnesota, Gobert. Non. On a le backup du coup. Nasrid. Ouais. Jaden McDaniels. Exactement. D'Lo. Oui, exactement. Mike Conley est à Utah, donc D'Lo est encore à Minnesota. Et Anthony Edwards. Ouais, exactement. Kyle Anderson et puis Anthony Edwards. Voilà pour les 10 sur le terrain. Encore une fois, on vous encourage à aller revoir cette action. Mais avançons, du coup, troisième joueur du jour. Bah tiens, vu qu'on en parlait, on peut enchaîner sur Jerami Grant. Donc Jerami Grant, grosse saison, 36 minutes de jeu par match en moyenne, 63 matchs, 104 de true shooting plus, donc plus 4% par rapport à la moyenne, sur 23% d'usage. La difficulté aussi pour Jerami Grant, c'est que, certes, on a un joueur avec un gros rôle, mais attention au contexte, et justement aussi attention peut-être au rôle qui a dû influencer le niveau de performance. Ouais, c'est ça. Moi, en fait, j'avoue, je suis passé par diverses réflexions pendant que j'ai réfléchi sur Jerami Grant. Je partais avec un a priori assez négatif, notamment sur un côté bad shot making en quelque sorte. Et j'ai vu que son efficacité n'était pas si mauvaise que ce que je pouvais croire. Donc, ça m'a plutôt rassuré. Puis ensuite, je suis allé un petit peu dans le détail. Et il y a quelque chose qui m'a un peu plus dérangé, c'est la variété de ses shoots. Donc on est sur quelqu'un qui prend énormément de catch and shoot à 3 points, mais aussi surtout énormément de mid-range. Pour un joueur de ce niveau, je suis un peu dérangé par ce qui me dérange le plus chez Jerami Grant, c'est que ça pourrait être une troisième ou quatrième option extraordinaire. Si par exemple on retrouvait le Jerami Grant du run de Denver avant qu'il ne quitte la franchise, mais qu'il est persuadé d'être une deuxième option. Et alors effectivement, il en a peut-être plus sous la besace qui lui permettent d'être une deuxième, voire même une première option d'une équipe pas bonne. Mais je pense que Jerami Grant est une troisième, voire même quatrième option d'une équipe très bonne. Et pour cela aussi, il faudrait qu'il soit à nouveau impliqué en défense, comme il l'était à la grande époque de Denver, et ce qui semble moins être également cette année. Oui, d'ailleurs c'est un peu pour ça que j'aime bien essayer de mettre tout le monde sur le même plan et d'essayer de pondérer les valeurs des profils, parce que c'est vrai que si on fonctionne avec des hiérarchies, bah oui, c'est une première ou deuxième option d'équipe cette année, selon si Lillard était sur le terrain ou pas, mais
mais effectivement, ça veut pas dire grand-chose quand tu le compares à d'autres grosses options d'équipe, quoi. Donc, c'est toute la difficulté de cet exercice, d'ailleurs. Mais je te rejoins aussi parce qu'il y a un côté, comme tu dis, où finalement, presque, on préférait le Jeremy Grant qui avait moins de velléité offensive, en fait. Ouais, clairement. Clairement, moi je rêve encore du Jeremy Grant qui devient un peu la troisième option pendant les playoffs, l'année où Denver va en demi-conf contre Portland, si je me souviens bien, et où il est clairement donc c'est les playoffs où on a un Jeremy Grant qui est clairement la troisième option alors qu'il ne l'est pas avant ce run de playoff et qui met ses trois dans le corner avec une énorme efficacité et qui, à côté de ça, est l'un des meilleurs défenseurs de l'équipe, prêt à boucher tous les trous et tout. Et cette version, qui était une version justement qui se rapproche un peu plus c'est-à-dire que cette version, elle aurait été devant Kyle Anderson aujourd'hui. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors que avec un rôle plus important aujourd'hui, je suis un peu gêné parce qu'en fait, je trouve que vraiment ne pas connaître son rôle, c'est un problème en fait aujourd'hui. Alors je suis rassuré par son efficacité tout de même, mais comme je te dis, un joueur du niveau de Jeremy Grant qui prend autant de mid-range, c'est-à-dire que justement il pense être Paul George d'une autre époque, quoi. Et je sais pas, ça me dérange en fait. Mais après, on peut aussi comprendre, enfin, à défaut peut-être d'être d'accord, mais on peut comprendre le côté role player excellentissime et qui est, voilà, tu connais la différence de salaire entre justement Kyle Anderson et Jeremy Grant, quoi. C'est un peu l'explication, je pense. Clairement, et ça se comprend complètement. Et puis moi, c'est pas un reproche que je fais aux joueurs en fait, hein, parce que même le fait de justement de marquer beaucoup de points, même à l'époque où il était à Détroit, où il était l'option 1 en fait à Détroit, je peux comprendre ça. Même si on exclut le niveau salarial qui est évident. Jeremy Grant gagne beaucoup d'argent aujourd'hui parce que il est une option 2, on va dire justement. Et je comprends ça, mais même d'un point de vue collectif, s'il a envie de s'éclater à mettre des paniers dans une mauvaise équipe, ça peut se comprendre en fait. C'est difficile de se mettre à leur place justement. Peut-être que ça l'intéresse plus que de gagner des titres en étant le quatrième ou le cinquième joueur. Et puis en fait, c'est pas non plus le tout bas du panier pour moi, il pourrait être une excellente troisième option. Mais pour ça, il faudrait qu'il soit à nouveau impliqué en défense, en fait. C'est surtout ça. Et du coup, qu'il soit un peu moins également impliqué en attaque, et qui se contente, par exemple, à continuer de mettre ses catch and shoot à 3 et peut-être à attaquer le cercle sur en fait, c'est la version de Denver qui me plaisait, qui attaquait les close-out et qui c'est vraiment une version du 3&D parfait, quoi. Mais comme tu dis, on peut pas du tout lui reprocher de vouloir avoir plus d'ambition dans le jeu. Mais c'est vrai que du coup, après nous, de facto, on a ça. Il faut qu'on arrive. Qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Comment est-ce qu'on le juge? Comment est-ce qu'on pondère cette valeur dans ce rôle-là et dans ce contexte-là? Maintenant, c'est à nous de faire ça. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a un peu deux visions qui s'affrontent sur Jeremy Grant. Il y a ceux qui aiment bien le côté justement rôle ou point par match ou ce genre d'éléments vont sans doute avoir une vision très positive de lui parce que il y a de la création offensive et il y a du volume scoring et en plus on l'a dit un peu efficace. Donc ça c'est très bien. Et après il y a peut-être la version un peu plus pessimiste peut-être mais du coup t'as un plus gros volume alors que t'étais peut-être plus intéressant dans un rôle plus limité. Je pense qu'il y a le côté salaire qui doit jouer aussi peut-être pour les gens qui sont un peu plus moins chauds sur lui. Voilà, je sais pas si c'est un biais ou pas, mais bon finalement tu te dis ah ouais il est quand même beaucoup payé pour beaucoup de responsabilités alors que il y a pas forcément le rendement. J'avoue que au milieu de tout ça, c'est assez compliqué de s'y retrouver. Effectivement, je pense que il y a un certain plafond au niveau de ses capacités offensives et notamment tout ce qui est ambition offensive. Pour moi, ça peut un peu poser problème. Notamment, on voit que sur isolation, on est pas forcément sur un très bon joueur d'isolation de 1 contre 1. 0,82 points par possession, c'est dans le 33e centile, donc mieux que 33% des joueurs NBA à peine, donc pas très bon. Au niveau des pull-ups aussi, on n'est pas sur du post-up, pardon. On est pas non plus génialissime, 50e centile avec 0,95 de points par possession. Donc il y a un côté création où
comme il y a le volume, il prend beaucoup de ces tirs-là et au final ça se voit pas tant que ça, mais l'efficacité et la compétence dans ces domaines de création est pas géniale. Mais par contre, il y a d'autres points qui sont très bons, je trouve. Notamment la capacité sur drive est quand même pas mal, plus que certains justement autres role-players, mais il est pas très fonctionnel, on va dire, en termes de dribble. Il a pas un dribble d'élite, mais il est plutôt bon avec sa taille, avec ses longs bras, avec son explosivité. Il arrive à plutôt bien faire le travail et ça se voit en termes d'efficacité d'ailleurs. Sur les gens qui sont à plus de 6 drives par match, il est 50e à l'efficacité sur 130. Donc quand même plutôt dans la première moitié du classement. C'est pas du tout comme si c'était de la création à un gros volume mais pas efficace. Sur drive, il y a encore cet impact. Surtout que d'ailleurs, il y a des fois, il fait un peu des drives, pas de totalement de création, mais tu sais, des drives un peu des spotted drives, où il attaque un peu après que quelqu'un crée un décalage. Là-dessus, il est très bon. Le problème aussi, on n'a pas encore trop parlé, c'est que moi j'aime bien son drive, mais il n'y a pas trop de passing dans son drive. Il n'y a pas trop de passing dans son jeu en général, ce qui peut-être un peu pénalise, quoi. Oui, surtout qu'aujourd'hui, on est de plus en plus dans cette idée, en fait, les joueurs doivent être le plus complet possible, finalement, pour être dans un 5 de playoff. Et c'est peut-être la plus grosse question, elle est sur ses capacités de passing. C'est un peu les œillères, on va dire, Jeremy Grant. C'est pour ça que j'étais rassuré plutôt sur son efficacité, parce que quand on joue avec ce type d'œillères, on peut être inquiet sur l'efficacité. Et finalement, ça prouve que c'est quand même un joueur assez efficace. Il a quand même profité d'une bonne partie de la saison d'un Lillard aussi incandescent cette année. Donc, je pense que ça aide d'avoir Lillard et toute la dangerosité que ça implique. Mais après, moi, je suis prêt à revoir un petit peu mon raisonnement par rapport à Kyle Anderson, parce qu'effectivement, Jeremy Grant, cette version de Jeremy Grant en troisième option, c'est déjà beaucoup plus viable. Donc, on est quand même sur un joueur, comme tu l'as dit, qui a pas mal de qualité en attaque, qui en a un petit peu perdu en défense, mais qui reste un joueur capable de ce côté du terrain. J'imagine que le contexte également de Portland cette année n'a pas aidé à être tout le temps motivé, donc c'est un peu difficile à juger sur cette saison. Mais pour le coup, c'était ma grosse hésitation plutôt entre Jeremy Grant et Kyle Anderson, et je trouve ça pas du tout choquant de mettre Jeremy Grant en troisième. Je pense même que c'est peut-être plus logique, quoi. Le problème, c'est qu'il a signé un nouveau contrat à 32 millions par an à peu près, 160 sur 5 ans. Mais là où je suis d'accord, c'est qu'effectivement, on aimerait bien le voir dans une meilleure équipe, et ça peut être un excellent fit dans une meilleure équipe. Alors peut-être avec une ou deux places de moins dans la hiérarchie, on va dire, mais ça peut être un très bon fit parce qu'il y a ce côté défense théorique peut-être, on va y arriver. Défense sur le papier, il est totalement capable, même si pour moi c'est plus un défenseur on-ball très polyvalent que quelqu'un, voilà, un safety défensif en second rideau. Là-dessus, Torrey Craig était meilleur, c'est un peu l'inverse, mais il y a un côté assez efficace que d'ailleurs on n'avait pas trop les 2 dernières années, ni à Détroit ni à Portland. Les 2 dernières années à Détroit, pardon. Ouais. Il était moins efficace sur un volume aussi un peu plus conséquent qu'à Denver. Donc là cette année on a ça, et on a aussi quelqu'un qui est très bon à 3 points en fait, 39% sur des catch and shoot à 3 points, plus de 5 catch and shoot à 3 points par match. Donc sur la théorie, oui, on a quelqu'un qui a du 3 points, a de la défense, peut attaquer un peu les close-out, ou peut faire même des drives, voire même un peu de création pour lui-même, tertiaire, on va dire, secondaire, tertiaire. Donc c'est un profil dans une bonne équipe qui peut être très intéressant, mais si on juge 2023, on est un peu obligé de prendre certaines limitations. Le passing fait que, du coup, oui, on a moins d'impact, malheureusement. Et toi, c'est vrai que la défense, t'avais l'air aussi d'être très déçu par la défense de cette année. Ah bah oui, c'est-à-dire que, comme tu l'as dit, on est plutôt sur un défenseur sur l'homme, mais on était sur un défenseur sur l'homme qui était extrêmement appliqué. Mais bon, disons que ça n'a pas disparu cette année. Ça a disparu depuis son départ de Denver et son changement de rôle. Je trouve qu'à Détroit, c'était pas un défenseur non plus très impliqué. Et je trouve que disons que c'était pas sa principale qualité, parce que sa principale qualité, c'était un peu une sorte de polyvalence. C'était le 3&D à l'ancienne, un petit peu justement Jeremy Grant, puisqu'il a clairement pas le passing des joueurs un peu plus polyvalents modernes. Mais comme tu l'as dit, cette qualité au catch and shoot, il l'a pas perdu en fait à 3 points. Et c'est pour ça que moi ça m'embarrasse de ce choix de rôle par rapport à ce que j'aimerais qu'il soit. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est son choix, et justement ça lui permet d'être bien payé. J'aimerais ajouter que moi j'ai pas trop le biais par rapport au contrat. Moi j'ai envie de dire que je peux parler des contrats quand ça concerne la franchise, mais en revanche le joueur, il est payé tant
Et nous, on doit regarder ce qui vaut sur un terrain, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que la franchise peut faire des mauvais choix en donnant trop d'argent à certains joueurs, mais peu importe ce que le joueur gagne, en fait, ce que je veux voir, c'est ce qu'il est capable de faire le mieux possible. Alors peut-être plutôt que contrat, peut-être au niveau statut. Alors moi je parlais surtout ça dans ce côté-là où on a ce côté, il veut un gros statut et alors que nous on aimerait bien qu'il ait pas ce statut. C'est peut-être plutôt dans ce sens-là. Alors effectivement. Effectivement, dans le sens du statut, là par contre, effectivement, même si je peux comprendre. Et c'est pour ça qu'il gagne cet argent. J'aurais aimé le voir avec un statut moins important et je pense qu'il aurait été une arme fatale dont énormément d'équipes, que beaucoup d'équipes s'arracheraient justement. Et si ça se trouve, si on fait le même classement d'ici 1 an ou 2 ans, s'il est dans une très bonne équipe, il y aura peut-être un peu moins de points par match parce que un peu moins de volume, mais plus efficace avec quand même un peu de création par-ci par-là, de la défense. Si ça se trouve, si on fait le classement d'ici 1 ou 2 ans, il sera peut-être 20 places au-dessus que là où il pourrait atterrir cette année en fait. Parce que je suis d'accord que on est un peu obligé de nuancer ce côté gros volume de par le contexte aussi. Donc il y a ça. On verra tout à l'heure au niveau du classement. Tiens, le petit quiz si tu veux bien. Petit qui est sur le terrain. On est alors il est pas mal celui-là. C'est une action assez intéressante. Un crossover de Jeremy Grant, crossover plus dunk, pas poster dunk, mais dunk sur Zion Williamson du coup. Donc c'est un Portland chez les Pelicans. Nous sommes le 11 novembre 2022. Crossover sur Zion, puis le dunk derrière. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain? Déjà, tu me sauves, tu dis Zion, je l'aurais probablement jamais cité. Alors, Portland, Lillard. Lillard, non. Il y est pas. Ok, Simmons. Oui, Simmons, il y est, oui. Nurkic. Nurkic n'est pas sur le terrain. Donc on est sur un line-up assez petit. Non, pas Eubanks non plus. Oula. Ça peut être compliqué. Nazir Little. Pas Nazir Little, mais effectivement d'autres profils un peu comme ça. Ailier défensif. Dont un qui est parti au Knicks, d'ailleurs. Josh Hart, c'est vrai que Josh Hart oui. commence la saison à Portland. J'avais oublié. Effectivement. Pour le coup. Après, on a un ancien de Miami, un ancien de Duke, qui avait été drafté assez haut. Qui a fait du Miami, ensuite il est parti à Memphis, je crois, dans le trade d'Iguodala. Là, il est à Portland. Ça te dit rien, un champion NCAA avec Jahlil Okafor. Là, ça, Michael Jordan avait voulu balancer toutes 14 000 pics pour l'avoir le soir de la draft. Non. Là, ça me vient pas. Justice. Justice Winslow, oui, bien sûr. Bien sûr. Il était par là. Bien Et puis sûr. le dernier, c'est un peu plus un no-name, on va dire, de Portland, mais un no-name plutôt pas mal, plutôt intéressant. Qui est un intérieur, du coup, j'imagine. Non, plutôt intérieur, plutôt ailier, on va dire. Ailier fort. C'est un jeune? Oui, c'est un jeune, ouais. Non drafté. Il a un nom de famille. Il y a un club de foot en Angleterre qui s'appelle comme ça aussi. Bon, il y en a beaucoup. C'était Watford. Ça te dit Ouais, Watford vite fait, pour le coup. Brandon Watford. Brandon Watford, ouais. Ouais. Pas beaucoup. Un peu compliqué. Bon, par contre, sur les Pelicans, beaucoup plus facile. Tu vas y arriver, je pense. Ingram. Donc il y a Zion, il y a McCollum. Oui. Herb Jones. Oui. Trey Murphy. Parfait. 5 sur 5. Plus facile Pelicans que Portland. Oui, surtout avec Zion, tu le sais déjà, donc ça va. Donc avançons peut-être Gordon Hayward du coup, comme ça on se réserve Paul George pour la fin. Gordon Hayward, donc Hayward, on est sur du 31 minutes de jeu par match, 50 matchs cette saison, 97 de true shooting plus, donc moins 3% par rapport à la moyenne au niveau de l'efficacité au scoring individuel, 20% d'usage aussi, c'est quand même pas beaucoup 20% d'usage par rapport à ce qu'on a connu de Gordon Hayward, et c'est vrai que là on est mine de rien un peu sur quelqu'un qui est à la fois un déclin à cause des blessures et à cause de l'âge sans doute. Ouais, j'en ai déjà parlé justement dans un épisode de Dunk Hebdo où on mettait en avant des stats sur des joueurs ou sur des franchises et j'avais eu cette idée du joueur de Schrödinger sur Gordon Hayward.
dans le sens où si tu ne suis pas assidûment la NBA, tu pouvais penser qu'il était sur une saison plus ou moins blanche, comme tu as l'habitude qu'il joue peu de matchs, mais il a quand même joué 50 matchs cette saison. Et je trouve surtout que ça commence à être dans l'anonymat parce que disons qu'il perd un peu de tout ce qu'il avait avant, pas de manière non plus drastique. C'est encore un joueur NBA, hein, évidemment, mais c'est un joueur moins efficace. C'est un joueur donc avec des moins bons pourcentages sur moins de volume aussi. Il y a eu une longue absence de la Melo Ball. On peut considérer intrinsèquement, même si le terme intrinsèque n'est pas foufou, que Gordon Hayward est peut-être le joueur le plus fort à Charlotte derrière la Melo, et pourtant il n'a pas pris les choses en main. Donc comme tu l'as dit, avec un usage qui a baissé. Et je trouve qu'à part le côté bon connecteur qui ne l'a pas perdu pour le coup, il reste plus grand chose en fait. C'est un joueur un peu anonyme de plus en plus, Gordon Hayward, qui en plus le fait qu'il perde fortement en efficacité, je trouve, fait que là pour le coup, moi j'ai pas trop hésité à le placer en 5e. J'aurais pu le sortir du top 100. Oui, c'est ce que tu me disais aussi, on va y arriver, hein, quand on parlera des best of the rest que toi tu aimerais inclure, c'était potentiellement à la place de Hayward. Hein, ouais, ça aurait pu. Effectivement. Bon, on rappelle, hein, que le classement n'est pas définitif. Hein. J'ai fait une pré-liste, mais il est possible que Hayward puisse sortir, ou d'autres d'ailleurs. Je sais que certains veulent déjà sortir des gens de ma pré-liste, mais c'est le principe de cette construction en direct. Mais bref, mais oui, je pense que Hayward, effectivement, il est pas si vieux que ça, hein, au final. D'ailleurs, même draft que Paul George, hein, pour le coup, de 2010 à l'époque, même zone, je crois qu'ils sont draftés l'un après l'autre ou pas loin. Donc à peine 32 ans, mais je pense qu'il y a un côté blessure qui a largement accéléré son côté déclin, à mon avis, hein, parce que voilà, tout le monde connaît un peu les grosses blessures qu'a eu Gordon Hayward. Après, bon, je me demande aussi à quel point on n'est pas influencé par le côté mauvais contexte, peut-être, ou pas, hein, d'ailleurs, je pose la question, mais surtout de l'autre côté, à quel point est-ce qu'on n'est pas un peu influencé par une simple, entre guillemets, simple panne d'efficacité à 3 points. Et est-ce que c'est pas ça qui justement fait que son efficacité globale est pas si bonne que ça? Parce que, on rappelle, un 97 de true shooting plus, donc moins 3%, 97 par rapport à 100 au niveau du scoring individuel, c'est pas ça qu'on connaît d'habitude de Hayward. On est plutôt d'habitude sur quelqu'un qui est plus efficace que la moyenne. L'an dernier, il était à 101, 102 avant, 105, 103, 108, 103, 106, etc. Donc voilà, on est sur ce type de scoreur plus tôt, on va dire. Donc oui, on est plutôt sur une mauvaise année. Et en même temps, du coup, si tu regardes un peu plus dans le détail, j'ai remarqué qu'il shootait à 33% à 3 points. Or, c'est un peu ça le problème, c'est que ça, c'est un peu une anomalie. À l'échelle de la carrière de Hayward, c'est pas un shooter à 33% à 3 points. Même d'ailleurs, ces 3 dernières saisons, il est à 40%. 2020, 21, 22, 40% sur ces 3 dernières années. En carrière, il est à 37, plus de 37%. Donc je me demande aussi à quel point on n'est pas sur un joueur qui juste a une panne d'efficacité à 3 points, ce qui d'ailleurs lui était déjà arrivé en carrière en 2014. Mais je me demande à quel point c'est pas ça qui influe un peu ce côté mauvaise efficacité. À quel point aussi, si le joueur fait la même saison dans un meilleur contexte, on se dit pas, ah bah oui, c'est un joueur beaucoup plus valuable et qui a beaucoup plus de valeur. Je me pose la question. Mais en même temps, il y a aussi d'autres signaux qui vont dans l'autre sens, notamment son volume qui est plus du tout pareil en fait. Ouais, moi je pense que c'est ce qui m'inquiète le plus, parce que comme tu l'as dit, des baisses d'efficacité sur une saison, ça peut arriver, et on doit pas en tirer forcément toutes les conclusions du monde. Mais la baisse de son volume dans une saison où justement Lamelo a été beaucoup absent, où j'aurais aimé, bon après on sait que c'est pas, ça a jamais été vraiment, enfin si, ça l'a été un peu avant sa blessure du côté de Utah, mais c'est pas vraiment un go-to guy. En tout cas, c'est pas ce qu'on attend de Gordon Hayward, mais qui prennent un peu plus les choses en main du côté de Charlotte. Je suis d'accord avec toi, c'est peut-être quelque chose que j'ai pas assez pris en compte. Le contexte à Charlotte cette saison était quand même très compliqué justement, et peut-être n'a pas aidé Gordon Hayward, mais je pense qu'il s'est pas aidé non plus tout seul, tu vois, qu'il a pas forcé les choses. Et moi je suis justement, c'est un peu une déception aussi, parce que je trouve que surtout la première saison, malgré les blessures, la première saison qu'il fait à Charlotte, moi j'étais sceptique au moment où il signe à Charlotte, et surtout sur le contrat que Charlotte lui a donné, pour revenir au contrat. Et puis il m'avait vite, connaissant la qualité du joueur, il m'avait vite rassuré en fait. C'était pas le grand Gordon Hayward, mais c'était toujours un Gordon Hayward très intéressant qui sait un peu tout bien faire en fait. Et là j'ai l'impression que ça baisse un peu partout,
un peu sur tous les compartiments du jeu. Bah, quand tu sais tout bien faire, c'est vraiment très intéressant. Quand tu commences à savoir tout faire de façon moyenne, ça commence à être vraiment moins valuable, quoi. Oui, et puis encore une fois, il y a la question de la quantité aussi, comme tu dis, où il peut toucher à tout, mais dans son prime ou dans ses grandes années, il touchait à tout et c'était bien parce qu'il touchait beaucoup à tout, il pouvait tout faire. Mais là, il y a peut-être un côté aussi où, comme tu dis, on aurait pu espérer qu'il force un peu plus le scoring ou des choses comme ça. Il ne l'a pas fait. Mais oui, tu vois, par exemple, notamment, tu prends un peu, si on essaie de décorréler l'efficacité générale du 3 points, ne serait-ce que sur drive, il est à 1,10 points par tir sur drive, encore une fois. C'est au niveau de Tobias Harris, c'est au niveau de Franz Wagner, que d'ailleurs certains aimeraient rentrer dans le top 100, qu'il n'y est pas encore, mais voilà, petit clin d'œil, il se reconnaîtra. C'est au niveau de Fred VanVleet. C'est pas cata, ça que je veux dire. Je dis pas que c'est bon, hein, parce que on est au niveau de la moyenne. Hein. On est sur les joueurs à plus de 8 drives par match. On est 56 sur 80. Donc, moyenne assez proche de la moyenne, mais plus proche de la moyenne que du fond du classement. Donc voilà, je me pose la question. Après, c'est vrai qu'il y a des chiffres. On est aussi obligé. On peut pas, voilà, on juge pas la valeur intrinsèque. Donc, je peux pas sortir ma carte de bah oui, mais d'habitude il est pas comme ça. Mais non, là, s'il a été inefficace, il faut le prendre en compte. Et donc oui, 33% catch and shoot, 27% sur des pull-ups à 3 points, c'est pas bon. Mais en même temps, il y a aussi le passing qui moi me plaît beaucoup aussi. Et tu vois, si on a un peu un panel de 3 ailiers différents aujourd'hui. C'est pas fait exprès, hein. C'est un peu le hasard du tirage au sort. Mais on a le côté Kyle Anderson, très très passeur mais pas scoring. On a le côté Jeremy Grant, plutôt scoring mais pas trop passeur. J'ai un peu l'impression que Hayward, il est un peu au milieu des deux. Alors, pas en termes de niveau peut-être, hein, ou d'impact, mais en termes de profil. Il peut faire un peu les deux. Il peut faire et du scoring et du passing à un plutôt bon niveau. Mais oui, année un peu décevante. Mon petit doute, c'est que j'ai pas envie non plus de l'éliminer trop rapidement parce que j'ai peur du biais de déception en fait. Parce qu'on l'a connu tellement plus fort que je me dis le biais de déception qui fait qu'on dit bon mais non mais c'est plus comme avant. Certes c'est plus comme avant, mais la question c'est aussi qu'est-ce que ça vaut en soi et pas par rapport à avant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc moi ma difficulté elle est un peu là-dessus, mais je suis d'accord qu'on est sur une fin de classement probablement, voire même un peu en dehors. Oui, en fait, il y a quelque chose peut-être que j'ai pas assez pris en compte, même si j'avais envie de juger les saisons, mais c'est vrai que pour le coup, il est vraiment pas aidé par le contexte. Ça a été une saison un peu cauchemar du côté de Charlotte cette année, qui a commencé d'une manière un peu cauchemardesque avec tous les problèmes, Miles Bridges et etc. et qui était pas forcément idéal. J'ai l'impression que n'enterrons pas Gordon Hayward. Moi, je commence à être inquiet parce que je trouve qu'il tombe un peu dans l'anonymat justement. Mais après, on peut aussi rajouter la défense aussi. C'est peut-être ça aussi qui peut le tirer vers le bas aussi, c'est que on n'a plus du tout un joueur en forme, et donc la défense pénalise aussi. Donc oui. Et du coup, en fait, de toute manière, je pense qu'on va savoir assez vite parce qu'il rentre dans sa dernière année de son contrat qu'il avait signé à Charlotte. Et c'est un peu cette année qui doit montrer qu'il est encore il est toujours un bon joueur de toute manière. C'est-à-dire que c'est un joueur intéressant, mais pour lequel tu débourses pas autant d'argent. Donc là, pour le coup, on commence à le prendre en compte. Et j'espère qu'il va montrer qu'il a pas tout perdu et que, comme tu l'as dit, il y a une chose qu'il a pas perdu, c'est le passing. On est toujours sur un joueur très intelligent à la passe. Et je pense que dans une équipe de Charlotte qui sera un peu mieux organisée, peut-être l'année prochaine, il aura son mot à dire et son intérêt. Oui. Non, mais en fait, globalement, je suis d'accord avec toi. Et il faut pas que j'ai ce truc de intrinsèquement, parce que justement, on juge la saison, donc il est inefficace, on le prend en compte. Il a été mauvais en défense, on le prend en compte. Mais j'ai toujours ce doute, on va dire, dans le sens où est-ce que ce genre de profils sont pas beaucoup plus faciles à faire mousser ou à apprécier dans des bonnes équipes que dans des mauvaises. Ce côté, le joueur qui peut un peu tout faire, qui peut un peu toucher à tout. Est-ce que le même joueur dans une bonne équipe, on dit pas, bah oui, mais il est génial, il touche un peu à tout, il est bien partout, voilà. Alors que dans une mauvaise, il fait exactement la même chose, mais comme le contexte est mauvais et comme l'équipe est pas bonne, on voit pas ce côté, bah c'est bien parce qu'il touche à tout. C'est juste mon petit doute, mais je suis d'accord. Globalement, je pense qu'on est d'accord. Petite trivia, petit quiz pour finir, si ça te dit, si on a tout dit. Alors,
justement, c'était un peu compliqué de trouver une action intéressante avec Gordon Hayward parce que déjà, il n'était pas hyper flashy de base, mais encore moins en vieillissant et avec les blessures. Mais j'ai trouvé quand même, nous sommes le 27 janvier 2023. Je vous invite à aller la revoir. Elle est quand même assez appréciable, surtout si vous aimez le joueur. Un contre en transition sur Zach Lavine, pardon. C'est un contre sur Zach Lavine en transition. Chicago à Charlotte. Donc, est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain sur ce contre de Gordon Hayward? Ok, Terry Rozier. Oui. Mark Williams, si tu m'as dit janvier, hein. Janvier, donc pas Mark Williams, effectivement. Pas Mark Williams. C'était qui? C'était Plumlee, non? Il était là-bas. Exactement. Ouais. Exactement. Il y avait Mason Plumlee, il y avait est-ce qu'il y avait Lamelo? Exactement. Ok. Ouais. Donc il m'en manque un du côté de Charlotte. Oui. Du coup plutôt un ailier. Plutôt poste 4. Ouais. PJ Washington. Exactement, PJ Washington, Hayward, Washington, Terry Rozier, Mason Plumlee et Lamelo Ball, et puis Chicago, classique aussi. Enfin, classique, quoi, il va y avoir des difficultés, tu vas voir. Alors, donc tu m'as dit Lavine, DeRozan. Ouais, oui. Vucevic. Oui. Alors, est-ce qu'il y avait Patrick Williams? Il y avait Patrick Williams, effectivement. Ok. Et est-ce que... Alors, Caruso, peut-être? Non, janvier, on était encore sur le début de saison où le coach préférait faire jouer un autre. Dosunmu? Exactement, Ayo Dosunmu, qui a commencé l'année titulaire, un peu plus mal fini d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Mais voilà pour cette action. Encore une fois, allez la voir parce qu'il n'y en aura pas beaucoup des comme ça. Non, on espère, on croise les dents, Et du coup, pour finir aussi, peut-être la cerise sur le gâteau, peut-être, ou je sais pas, mais je crois que tous les deux on l'avait numéro 1 de ce classement du jour. Paul George, donc 35 minutes de jeu par match aux Clippers, bien entendu, 56 matchs cette année, donc une fin de saison un peu tronquée, hein, puisque après le 21 mars, il est blessé, il fait pas les playoffs. Et donc voilà, au niveau efficacité et volume, 101 de true shooting plus et 30% d'usage. Voilà pour les chiffres un peu généraux. Là encore, je me demande à quel point, sur Paul George, on n'a pas aussi peut-être un biais de déception par rapport aux Clippers où on est un peu lassé, mais ça reste quand même un profil, je pense, de haut niveau. Ça reste un profil de haut niveau et ça reste une saison de haut niveau. Je pense qu'il y a un biais aussi du fait que peut-être tout simplement qu'on attend plus de Paul George. Je pense que c'est un peu juste ça. Parce que la saison qu'il fait, alors oui, il y a 56 matchs, donc c'est pas énorme, mais c'est pas non plus. Je crois que Kevin Durant en a joué 47 cette année, donc 56, ça reste un nombre de matchs, un échantillon important. Je pense que sur les 5 qu'on a cités, c'est le plus complet. J'ai envie de dire. J'ai envie de revenir un petit peu sur ce dont on a dit un petit peu tout à l'heure avec les terrasseurs et les casseurs. C'est un peu le plus casseur. C'est pas forcément un casseur de défense, mais c'est le plus casseur en tout cas des joueurs qu'on a fait aujourd'hui. Même si c'est peut-être le reproche qu'on lui fait toujours à Paul George depuis le début de sa carrière, c'est qu'il est par rapport aux autres stars, il est peut-être pas assez justement casseur par rapport à d'autres, il est peut-être pas assez moteur collectif et que voilà, il est plus, il aime bien aussi être un peu plus polyvalent un peu dans les deux registres. C'est ça, c'est ce qui fait à la fois justement un peu sa force, le fait qu'il est extrêmement valuable dans beaucoup d'équipes, mais aussi sa faiblesse du fait qu'il n'est pas vu au niveau de tous les autres. Je sais pas, c'est peut-être aussi même si j'ai écouté récemment l'épisode que tu as fait Constant sur les Clippers, c'est effectivement il y a des baisses un petit peu, c'est pas le défenseur élite qui était il y a 3 ans à peine avant de rejoindre les Clippers, mais ça reste un très bon défenseur. Il est capable autant de pull-up que de catch and shoot avec une efficacité à peu près équivalente. Donc ça c'est quand même surtout dans une équipe qui normalement doit être drivée par Kawhi et du coup a son importance. Moi je trouve que
Paul George il est souvent montré du doigt parce qu'on montre beaucoup du doigt justement la deuxième option pour ne pas élever le plancher alors que la première élève le plafond. Mais je pense que c'est plus des problèmes de construction autour que jusqu'à maintenant du côté des Clippers, parce que ses saisons sont bonnes. Il est encore à 42% à 3 points. Il a une bonne efficacité à peu près partout. Il a 29% d'usage. Il fait quand même 11 drives par match. Donc on est sur un Paul George très complet. Alors, il y a un plafond de verre justement qui fait que c'est ce joueur qui est DH20 quasiment tous les ans, et peut-être cette année on peut se poser la question de s'il est encore DH20 justement par rapport au classement qu'on fait avec Dunk Hebdo. Mais néanmoins, s'il est pas DH20, il est dans les 25-30 quoi, et sans trop de discussion, Paul George. Donc après peut-être que j'ai un biais aussi parce que c'est un joueur que j'adore depuis le début de sa carrière. Et comme vous l'avez dit justement dans le podcast avec Constant, c'est un peu le fantasme du numéro 2 ultime, tu vois. C'est un peu le Scottie Pippen qui a pas peur d'avoir plus de responsabilités que n'en avait Scottie, quoi. Oui, mais c'est le problème qui a toujours été un peu son problème, le côté vers moitié plein, vers moitié vide en fait. Le mauvais côté, c'est que tu dis il est pas autant créateur, il est pas autant génial dans la création ou dans le fait de driver une attaque que d'autres superstars. Et de l'autre côté, le point positif, c'est que oui, mais en même temps, il peut se combiner avec d'autres joueurs sur le terrain, d'autres stars, beaucoup mieux que d'autres. Je sais pas moi, des James Harden qui aiment bien avoir le ballon, qui sont pas très actifs sans ballon, des Westbrook aussi qui a pas de shoot, voilà. Paul George, c'est un peu la star qui, quand tu lui donnes toutes les responsabilités, elle est pas aussi forte que d'autres, mais en même temps, elle est aussi plus forte que d'autres dans ce qui est le côté combiné. Donc on a vraiment un profil assez polyvalent, très intéressant, je trouve. Je me demande aussi à quel point, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un joueur très polarisant, Paul George, finalement. Moi, je me souviens de l'époque où il avait explosé, c'était un peu le jeune darling de à peu près tout le monde, quoi. Je veux dire, en 2013 et 2014, la première partie de saison, quand les Pacers sont fantastiques, enfin, tout le monde l'aimait, tout le monde l'adorait, tout le monde en parlait comme le meilleur two-way de NBA ou presque. Voilà. Mais depuis, j'ai l'impression que les attentes avaient été tellement hautes que comme les attentes n'ont jamais été atteintes, il y a un peu ce côté déception, et finalement, c'est un joueur très polarisant, mais qui, effectivement, moi, je pense qu'on va être in fine sur du top 20 ou top 25 alors du DH20 mais de la syllabe aussi, du coup. Bien sûr. Effectivement, je pense qu'on va être dans ces zones-là, et c'est pas du tout fait exprès d'ailleurs, mais on est vraiment sur deux joueurs très très similaires avec Bradley Beal en fait, avec ce même côté pas star, et ce même côté en même temps aussi polyvalent qui est très intéressant. Oui, on est sur deux joueurs qui ne sont pas, qui aujourd'hui avec l'âge qu'ils ont, on a assez peu de doutes sur le fait qu'ils ne seront pas une superstar. Et je pense que justement, il y a eu ce fantasme autour des deux joueurs à un certain moment, parce que on les a vus avec plus d'usage, parce que disons que Paul George s'en est rapproché le plus en étant quand même sur sa deuxième saison au OKC à un niveau assez extraordinaire en termes de que ce soit d'attaque et de défense finalement. Et on s'est posé, justement, je pense que cette saison-là, OKC, c'est celle qui lui fait le plus de mal sur l'image qu'ont les gens de lui aujourd'hui, parce que on avait un top 3 MVP, un top 3 défenseur de l'année. C'était une version de Paul George que tout le monde avait envie de revoir du côté des Clippers avec Kawhi en numéro 1. Et après, il y a eu aussi depuis un peu plus de blessures, un peu plus de fragilité. Ça reste un joueur assez fragile finalement, Paul George. Du coup, il y a un peu moins de continuité. Moi, je trouve que le contexte Clippers, qui est pas forcément un mauvais contexte, est quand même un contexte compliqué pour prouver sur le long terme ce qu'il vaut vraiment. Moi, j'ai aucun doute sur le fait que et sur la saison qu'il vient de faire, Paul George est toujours un joueur très très fort. Et c'est pour ça que j'ai pas trop, même si Bradley Beal est un très bon joueur aussi, je trouve que j'étais plus inquiet. Disons que j'ai repris confiance à Bradley Beal grâce à ce trade parce qu'il en avait vraiment besoin. J'étais plus inquiet pour Bradley Beal s'il continuait un peu comme ça à s'engouffrer dans une sorte de comment dire de période qui se répète un petit peu et de monotonie un peu amorphe, quoi. Monotonie, tout à fait. Monotonie amorphe. Et Paul George qui est plus âgé, mais pour l'instant, moi, on voit certaines baisses, mais on garde un joueur très très fort. Le plus inquiétant, c'est est-ce qu'il va pouvoir refaire des saisons vraiment complètes
et est-ce que son partenaire aux Clippers va pouvoir l'aider aussi dans ce sens, quoi. Ouais. D'ailleurs, tu parlais de la saison OKC. Autre point commun, du coup, avec Bradley Beal. Ouais. C'est-à-dire que la meilleure saison, c'est comme par hasard quand il y a Russell Westbrook à côté, qui est là pour un peu créer le jeu et pour être ce fameux casseur de défense qui crée des décalages, qui crée du jeu collectif. Et derrière, il y a soit Paul George qui met ses points ou qui en profite un peu, soit Bradley Beal. Je pense que c'est pas un hasard. Clairement. Clairement. Je pense, hein, ça se fait toujours du bien de le rappeler. Mais oui, par contre, du coup, la différence, c'est vraiment la défense pour moi. Oui. Enfin, clairement, parce qu'autant en attaque, il y a beaucoup de points communs et même tu vas voir qu'il y en a vraiment beaucoup des points communs. Mais pour moi, la défense, c'est ce qui les sépare un peu parce que oui, on est avec Paul George, pas quelqu'un qui, comme dans cette année aux Pacers, peut-être était élite, all defense, first team ou ce calibre-là, mais on est encore sur quelqu'un qui est très très bon face au ballon, encore très bon aussi loin du ballon sur tout ce qui est un peu de protection du panier, mais moins que d'autres ailiers, mais surtout l'activité sans ballon, les stunts, le boucher l'espace, les rotations. Voilà, je pense qu'on est encore largement sur un défenseur très positif, et ce qui fait que quand tu rajoutes ça avec un profil, un registre offensif de top 30 offensif, tu rajoutes la défense, oui, on se rapproche du coup du top 20 au global, à mon avis. Oui, clairement, je suis assez d'accord. Je l'avais peut-être pas assez précisé, mais effectivement, la défense fait que c'est ce qui fait qu'il passe au-dessus d'un Bradley Beal qui était déjà pas non plus une référence au niveau de la défense, mais qui en plus a l'air moins impliqué encore qu'il ne l'était à l'époque où il n'était pas vraiment une référence. Paul George, Ouais. c'est pas le two-way comme tu dis, qu'il a pu être extraordinaire à une certaine époque, mais c'est toujours un défenseur extrêmement positif pour son équipe, et du coup combiner un usage quand même important et une très bonne défense et une variété dans son jeu. J'ai envie de dire que c'est un joueur très complet en fait. C'est-à-dire Ouais. qu'il y a rien qui fait peut-être de manière totalement élite, et encore il y a des petites choses quand même. On est quand même sur un shooter de très grande qualité, mais en tout cas il fait tout au moins bien. Oui, et puis surtout, il y a ce côté aussi où les gens disent mais il est pas aussi fort que Kawhi, c'est pas une première option. Certes, mais Paul George, tu le mets aux Clippers, c'est la deuxième option. Tu le mets aux Warriors, c'est la deuxième option. Tu le mets à Miami, c'est la deuxième option. Tu le mets aux Sixers, c'est la deuxième option. Enfin, voilà, tu le mets à peu près dans toutes les équipes du monde. En fait, ça va être ta deuxième option de très haut niveau, donc et très complète et avec un très bon fit. Donc c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup Paul George, sa saison, je veux dire, son impact. Bon, en plus, j'étais un des amoureux de la première heure à son explosion, donc je l'aime bien en plus par ailleurs, mais oui, pour finir, parce que du coup, c'est vrai qu'on n'a pas fait exprès, mais Paul George et Bradley Beal dans la même cuvée de 5 noms, c'est assez rigolo, parce que, encore une fois, sur le profil offensif, beaucoup de similarités. Déjà au niveau volume efficacité, Bradley Beal c'est 102 de true shooting plus, Paul George c'est 101 sur 29% d'usage, Bradley Beal 30%, Paul George. Voilà. Et puis même au niveau de sur drive, Paul George c'est 1,21 points par tir au niveau des drives, 18e sur 23 je crois, joueur à plus de 10 drives par match. Mais bref, donc 1,21 points par tir sur des tirs en fin de drive, lay-up plus lancer franc. Bradley Beal, c'est 1,20. Voilà. Les pull-up à 3 points, 36% pour Paul George, 33% pour Bradley Beal. Les catch and shoot, 39% pour Paul George, 40% pour Bradley Beal. Le pourcentage de paniers assistés, tu sais à quel point est-ce que le joueur se crée son tir ou pas. Oui. 42% des paniers de Paul George étaient assistés. Donc, là, on retrouve la polyvalence, parce qu'on n'est pas sur des joueurs qui sont à 15 ou 20%, voire même 25-30%. 42% donc pour Paul George, 46% pour Bradley Beal. Au niveau du ratio assist par usage, on a à peu près le même aussi, entre 0,77 et 0,86. Enfin bref, on a vraiment deux profils très offensifs, très similaires dans le profil, dans le niveau de performance aussi cette saison. C'était assez marrant, voilà, je voulais un peu un peu le souligner avec ce côté, comme on l'a dit, la défense qui fait la différence. Et donc tiens, finissons par le petit quiz, après on ira sur le classement. Petit quiz, c'est une action kicker sur le terrain au moment d'une action un peu intéressante qui est le 360. Ça te parle ou pas? Il fait un 360 sur un dunk, oui. Sur un backdoor contre OKC. Du coup, nous sommes le 22 mars. Non, ou alors un peu avant le 22 mars, c'est la date de la vidéo. Je me suis planté. Mais bref, OKC contre les Clippers. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain? Comme j'ai pas la date, c'est un peu compliqué, on va dire. On est quand même mars, On est quand même mars, je pense. Kawhi, du coup. Oui. Terrence Mann. Pas lui sur le terrain. Ok. Quelqu'un qui est arrivé après. Donc on est en mars. Plumlee.
Plumlee sur le terrain, oui. Plumlee est Ok. sur le terrain. Plumlee, Westbrook. Exactement, c'est Westbrook, ouais. Westbrook, il m'en manque un du côté Clippers, c'est ça? Ouais, il en manque un seul. Il faut pas se planter de prénom. Marcus Morris. Exactement, puisque c'était un jumeau. Marcus Morris. Il était encore dans le Stats Infight à ce moment-là. Oui, je crois que c'est la période, tu sais, où il voulait... même Nico Batum m'a dit non, il faut que ce soit lui qui soit titulaire, parce que pour l'équilibre de l'équipe. Mais du coup, OKC, plus classique, on va dire. Shea, Ouais. Giddey. Oui. Non, pas Guidi, non, excuse-moi, je dis Pas n'importe Giddey. quoi. Pas Guidi du tout. Non, c'est un autre dans le backcourt. C'est un autre dans le bar court. C'est pas Isaiah Joe, non? Si, c'est Isaiah Joe. Isaiah Ok. Joe. Que j'adore, hein, Isaiah Joe. Grande tristesse de l'avoir perdu. Ancien des Sixers, Amine, fan des Sixers. Ouais, enfin, ancien des Sixers pour ce qu'il a joué, Ouais. c'est terrible, mais bon, passons. Dort, Oui, Lou Dort est là. Lugensdort, Jalen Williams Jalen Williams, oui, et Jalen Williams. exactement, Jalen et Jalen Williams. Et donc, on peut s'atteler au classement. On avait des classements différents au début. Essayons de le faire ensemble. Du coup, le vrai classement, celui de la syllabe. Donc, on est d'accord, on part sur Paul George en 1 Oui, et Bradley Beal 2. Ça, on est d'accord. oui. Totalement. Et après, ça se corse. Bon, après, je suis prêt à faire un pas. Hein. J'ai peut-être vu un peu haut quand même pour Kyle Anderson en fonction de son rôle. Je sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'effectivement, je veux bien mettre Hayward en 5, pour le coup. Ouais, Je pense qu'on peut le mettre là. et je pense que j'ai mis en 3 et Kyle Anderson en 4 peut-être. C'est peut-être le bon compromis. Ouais, en fait, ça dépend des évaluations. Ça dépend de comment est-ce qu'on pondère sur le côté valuable. Est-ce que tu été valuable dans une bonne équipe ou intrinsèquement? Ouais. Ok. Oui, on peut faire comme ça. Sachant que idéalement dans la syllabe, j'aimerais bien qu'on parle en termes de fourchette, projection haute ou projection basse. Mais pour l'instant, on n'a pas de classement, donc c'est plus compliqué. Donc on peut pas trop faire. Mais on va dire que projection haute pour Kyle Anderson, c'est place 3 sur 5. Projection basse, c'est 4. Et l'inverse pour Jeremy Grant, alors. Pour le coup, c'est ça, oui. Ok, bon, tu as bien conscience que on a un top 5, c'est bien. Mais du coup, ce top 5 va changer complètement par rapport à... Déjà, dans quelques épisodes, à mon avis, on aura déjà tout touché. C'est tout à fait probable. Ok, donc on parle là-dessus. Premier top 5 de la syllabe. Donc Paul George numéro 1, Bradley Beal numéro 2, Jeremy Grant numéro 3, Kyle Anderson numéro 4 et Hayward numéro 5. Et tant qu'on est sur le numéro 5, et tant qu'on est sur la fin, le petit moment des best of the rest, du coup. Parce que donc j'ai fait ma playlist. J'avoue que j'y ai pas non plus passé beaucoup de temps parce que je savais qu'on allait le construire en direct, donc je me suis pas non plus pris la tête un maximum. Et surtout il y avait un côté très participatif et très démocratique. Donc je te pose la question, parmi les noms que je n'ai pas mis dans ma playlist, est-ce qu'il y en a certains qui te titillent un peu? Alors oui, j'aimerais d'abord dire en préambule que perso, je n'irai pas jusqu'à dire que j'aurais fait un top 100 différent enfin top 100. De choisir 100 joueurs, je trouve déjà le travail remarquable d'avoir choisi 100 joueurs, Oui. que c'est extrêmement compliqué. Mais disons que je vais en laisser certains. T'as spoilé un peu le fait tout à l'heure qu'il n'y avait pas Franz Wagner. J'aurais pu le citer évidemment, mais j'avais envie de parler de Trey Murphy aujourd'hui. Parce que je trouve que son profil est extrêmement valuable. Déjà parce qu'il a été, il a beaucoup joué cette saison et beaucoup démarré les matchs du côté d'OKC. Alors c'est sur du temps de jeu de 23 minutes par match, donc c'est un temps de jeu un peu plus faible, mais il a été extrêmement efficace. On est sur un joueur qui a une double menace entre guillemets. Le 3 points et sous les cercles où il est très fort également, qui est un très bon défenseur. Donc on est sur effectivement on n'est pas encore sur le joueur moderne parce que le passing il va falloir travailler. On n'y est pas encore à ce niveau pour Trey Murphy, mais déjà en fait sur le shooting, sur l'attaque du cercle et sur la défense, on n'est pas loin d'être un top role player. Et je pense que si on ajoute ça à ça, donc ses attributs physiques très longs, Trey Murphy, très tanké également.
à New Orleans, en fait, on a aujourd'hui une armée de role-players assez extraordinaire. Quand on considère aussi Herb Jones à côté, ça commence à ressembler à un roster parfaitement construit. Le seul problème, c'est que il y a un peu plus de soucis avec les joueurs phares, que ce soit plutôt McCollum, plutôt Zion, parce qu'il ne joue pas. Ouais. Mais en tout cas, moi, j'adore Trey Murphy. Je pense qu'il peut encore progresser justement sur rentrer un peu plus dans le mood collectif. Mais en tout cas, déjà, je crois que si selon Basketball Référence, donc on est à 65% de true shooting, donc c'est quand même sérieux. Oui. Voilà, il y a ce côté aussi pas unidimensionnel, parce que c'est un super shooter à 3 points avec un bon volume, hein. 7 tirs, c'est ça, 7 tirs, excuse-moi. Non, c'est 5 tirs à peu près par match, mais en 23 minutes. Mais il n'est pas unidimensionnel là-dessus. Il attaque énormément le cercle et il est plutôt efficace justement aussi sous les paniers. Est-ce que pour l'instant dans la playlist, j'avais Herb Jones du coup. Est-ce que tu le mettrais à peu près dans le même zoo que Herb Jones ou un peu au-dessus même de la candidature de Herb Jones pour parler un peu d'un coéquipier? Non, moi justement c'est pour ça que je disais il aurait pas été forcément dans mon top 100, hein, Trey Murphy, parce que c'est extrêmement compliqué même par rapport à des joueurs que j'ai un peu plus bas. On est sur un échantillon plus faible. En fait, moi les joueurs qui m'ont le plus titillé d'ajouter un petit peu dans les 100 que t'as mis, c'est des joueurs qui ont un échantillon plus faible, mais au final ça s'explique justement qu'ils soient pas là parce qu'il y a un échantillon plus faible. Et oui, tu pensais à Josh Green, hein, notamment tu me disais en antenne Josh Green. Par exemple, Josh Green, effectivement, j'ai très peu de doutes sur le fait j'ai beaucoup d'espoir sur le fait que Josh Green sera dans tes 100 l'année prochaine, tu vois. C'est dans le sens où c'est une progression qui est linéaire et il apporte vraiment beaucoup de choses pour le coup, Josh Green, notamment ce côté connecteur. Mais je pense qu'Herb Jones aujourd'hui a une place plus solide dans les 100 parce que plus complet justement. Shooter moins élite, mais joueur très très complet un peu dans tout ce qu'on a envie d'avoir en fait notamment en playoff. C'est un joueur qui jouerait énormément de minutes parce que il t'apporte tout ce dont tu as besoin. Pour dire pour Josh Green que j'adore en plus, je pense que les auditeurs le savent que j'adore Josh Green, mais il y a un côté où je suis parti en faisant la playlist sur un côté mettre en avant peut-être les gros minutages, et c'est vrai que lui il est à 25 minutes de jeu par match à peine, donc on est quand même sur un rôle un peu moindre, mais effectivement on peut évoluer aussi sur la question, donc même Josh Green. Mais tu vois, voilà, au final, je me suis rendu compte que la majorité, voire en fait la totalité des joueurs de ma playlist sont des joueurs à plus de 30 minutes par match, avec des gros temps de jeu, des gros volumes. Et donc, y compris Trey Murphy, qui effectivement est dans ce rôle-là. Pour te dire à quel point, donc, quand j'ai fait ma playlist, j'ai pas voulu y passer trop de temps, parce que je savais qu'on allait le faire un peu en direct comme ça. Donc, le but, c'était pas que je fasse le top 100 avant le top 100, quoi. Bien sûr. Donc, je voulais pas y passer 4 jours non plus. Mais pour te dire à quel point j'ai un peu évolué déjà sur Trey Murphy, je l'ai cité parmi les wildcards qui peuvent exploser pour les années 2020. Est-ce qu'on pourrait pas avoir Trey Murphy dans le top 10 de la prochaine décennie, fin de la décennie en cours, à la fin de la décennie? Effectivement, je suis passé un peu à côté. Depuis, je suis un peu plus chaud sur lui, sur Trey Murphy. Le côté qualité athlétique, le côté déjà efficace, les côtés gros temps de jeu en plus, puisque voilà. Plus de 31 minutes de jeu par match, au total 2500 minutes sur la saison, donc assez énorme hein, en termes de présence. Je pense que si je dois expliquer pourquoi est-ce que je l'ai pas mis, lui et Franz Wagner, je pense que j'ai un côté où un peu bête, un peu bébête, de surréaction. Enfin, je trouve que souvent on va un peu trop vite pour dire que les jeunes sont bons. Si tu vois un peu ce que je veux dire, je pense qu'on est toujours un peu biaisé par le côté potentiel, alors que en vrai des jeunes très bons, il y en a quand même pas tant que ça. Voilà, je sais que certains mettent certains plus jeunes très très haut déjà. Je suis toujours un peu plus sur pas sur le frein, mais je sais qu'en général en termes d'impact, on est souvent un peu biaisé par le côté potentiel, mais je me demande à quel point j'ai pas été en surréaction à ça moi-même sur Franz Wagner et Trey Murphy. Et je pense que in fine, il devrait y être. Il devrait être pas loin en tout cas. Ça m'étonnerait pas. Oui, en plus, je me suis trompé de ligne sur Basketball Ref parce que je disais 23 minutes, mais c'est en carrière, les 23 minutes, parce qu'il jouait 14 la saison dernière. Donc c'est vraiment, c'est 31 minutes par match. Un vrai starter du côté de New Orleans. Et puis
c'est pas qu'il est pas jeune, mais c'est pas un tout jeuneau, parce que je crois qu'il avait fait plusieurs années de fac, il a 22 ans. Donc c'est un joueur un peu plug and play aussi, hein. On parlait tout à l'heure un peu de plug and play. Trey Murphy, tu le mets à peu près partout, avec son efficacité, avec sa défense, ça fonctionne à peu près partout, hein. Et il peut occuper plusieurs postes en plus avec sa taille, avec son envergure. Donc voilà, hein, c'est le type de joueur que dans toutes les équipes ont envie. Ouais, avec en plus une excellentissime efficacité cette année. 112 de true shooting plus sur un volume modeste, hein, mais donc on a gros temps de jeu, on a défense, on a efficacité. Effectivement, j'avoue que j'ai sans doute été dans la surcompensation mais ne vous enflammez pas sur les jeunes. Peut-être que c'est moi qui suis allé trop loin dans cet excès. Donc effectivement, je note sur la liste Trey Murphy, Franz Wagner aussi. Je le note également. Est-ce qu'il y a d'autres noms aussi comme ça, même sans pour autant argumenter pendant 10 minutes, mais est-ce qu'il y a des noms comme ça qui te titillent un peu? Je sais que t'as pas Banchero, après je le comprends aussi, parce qu'en termes d'efficacité c'est compliqué, et puis c'est sa première saison, laissons-lui un peu le temps pour le coup. Ton argument tout à l'heure dont t'avais un peu peur, je trouve que il est très valable pour Banchero. Ouais. Mais non, après il y en avait d'autres, hein, mais il me semble que au premier abord, pareil, Gary Harris, vu la belle saison qu'il fait, je m'étais un peu posé la question, et puis j'ai regardé un petit peu le volume, tout ça. On est quand même sur un joueur très très secondaire. C'est un très bon joueur, Gary Harris, mais c'est peut-être un peu tôt pour le revoir un peu dans un top 100 comme ça. Sinon, non, j'ai rien qui m'a sauté aux yeux. Ok. Eh bien, je note Trey Murphy et Franz Wagner. Je pense qu'on en reparlera effectivement pour réparer cette erreur. Mais c'est tout le principe de ce top 100 participatif, non seulement participatif, mais en plus en direct. Vous voyez que on va le faire petit à petit, on n'est pas fixé ni sur qui va y être in fine, ni sur rien du tout en fait. on fait tout ça petit à petit. Mais en tout cas, merci beaucoup Amine d'être venu sur le Basket Lab et sur la Syllab pour inaugurer ce principe, cette série de la Syllab. Merci beaucoup. Eh ben merci à toi, hein. C'est toujours un plaisir. Donc j'espère que j'aurai l'occasion de revenir pour parler peut-être de Jordan Poole, dont on s'est un peu disputé. Je pensais ne plus jamais être invité sur Twitter à cause de mon niveau sur Jordan Poole. Mais ouais, non, c'était très cool, et puis j'espère que ça se refera. Non, je précise disputer, c'était pour la blague, hein. Dès que quelqu'un dit du mal de Jordan Poole, je dis tu es ban du Basket Lab. Ça marche. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, et bon, ça y est, on est enfin lancé, j'espère que ce principe de la Syllab et du top 100 de 2023 va vous plaire. Je dois dire que là, j'en ai déjà enregistré quelques-uns, effectivement, c'est pas simple, c'est pas simple, même dès le début, donc on va voir comment est-ce qu'on s'en sort petit à petit. Le principe et l'intérêt, c'est de recevoir plein de monde différents sur le podcast et de faire ça tous ensemble de manière participative, et d'ailleurs également participatif avec vous, les auditeurs, puisque si vous le souhaitez, je vous donne rendez-vous sur le Discord où on va organiser des votes pour que les auditeurs également puissent avoir leur classement et la parole, leur influence dans ce classement. Donc direction le Discord du Basket Lab si ça vous intéresse de participer à ce vote d'ailleurs, ou à plein d'autres débats. Et donc, très simplement, la prochaine fois, on se donne rendez-vous pour le 2e numéro de la Syllab. On enchaîne, comme ça on se met un peu en route avec 2 épisodes consécutifs, et puis ensuite, l'épisode suivant, on sera sur notre crossover, épisode de crossover. Je vous en dis pas plus pour l'instant, mais donc, prochaine fois, 2e numéro de la Syllab. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Amine d'être passé sur le podcast. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.